Nous sommes le samedi 26 novembre, vous êtes avec Nadim Keim et Yves Di Cristino, vous êtes bien sur le M, le podcast de le multimédia.info. Bonjour Nadim Keim. Hello Yves, comment tu vas? Très bien, j'espère que toi aussi. Très très bien. À quelques heures de monter sur scène à Montreux, c'est ton deuxième Montreux. Ouais, c'est mon deuxième Montreux. Écoute, on a le soleil avec nous et on joue en fin d'après-midi. C'est cool, tout le monde a encore plein d'énergie, donc on se réjouit. Comme je disais un peu en off, tu es le dernier de la troupe du Caustic Comedy Club que j'avais pas encore interviewé, donc inacceptable. Il fallait rectifier le tir. Donc je suis très heureux de t'avoir aujourd'hui. On va parler du caustic évidemment parce que je pense que ça fait ça fait partie de ta carrière maintenant. Le caustic, c'est là où tu es né en quelque sorte artistiquement. Mais j'ai l'impression que cette année tu as fait beaucoup d'interviews, tu as eu beaucoup d'interviews et généralement c'est la marque qu'on pèse dans la scène humoristique. Non, oui, ça commence un petit peu. Je pense que de toute façon il y a une émulation autour du stand-up en ce moment. On a traversé une période un peu compliquée avec le Covid, donc là c'est clair, tout le monde se rue dans les salles. Et puis pour moi c'était aussi une opportunité de continuer à pousser et continuer à jouer le plus possible et puis me faire voir dans le plus de scènes possibles autour de Suisse romande. Donc naturellement ça a créé un peu ce mouvement. Une sorte d'émulation cool. pour tout le monde. Ouais. J'ai une image de toi que j'étais venu te voir au caustic. C'était peut-être pas la première fois, mais en tout cas une scène qui me souvenait, que je me souviens, c'est en 2019. Je me souviens que c'était une année assez particulière parce que c'est une année avec beaucoup de rebondissements de toutes parts et c'était la fois où je me suis rendu compte que tu avais pris beaucoup d'assurance sur scène et c'est aujourd'hui en préparant l'interview que je me rends compte qu'en fait c'était l'année 2019 à laquelle tu t'es vraiment décidé que tu allais faire de l'humour ta carrière en sorte. C'est exactement ça. T'es arrivé en décembre 2019, j'avais quitté mon travail en octobre 2019, donc ça faisait 2 mois que j'avais franchi ce cap un peu de me dire allez, on arrête le bureau et on démarre, on fait ça à plein temps. Et je pense quelque part on dit souvent, tu sais, en tant qu'humoriste, des fois c'est pas que une question d'être drôle ou avoir des bonnes blagues, il y a aussi une question d'état d'esprit, de confiance, de confiance en soi, et le fait de franchir ce cap, il y a un peu comment dirais-je, un stress où on se dit bon bah ça y est, t'y es quoi. Ouais. Donc faut que tu prouves et faut que t'y ailles, et puis maintenant c'est ton métier. Ouais. Donc ça en termes d'assurance, ça t'aide énormément aussi. Tu disais c'est une interview que tu as donnée à l'Illustré, tu disais depuis tout petit j'adorais la danse, le théâtre et le chant, mais je ne considérais pas que cela pouvait devenir des métiers, alors je ne prenais pas ces loisirs au sérieux. Ça a changé du coup. Ça a changé parce qu'on prend de l'âge, on prend du recul sur la vie aussi, et puis ouais, la société a évolué aussi pas mal. Donc moi je suis un gamin des 90s, j'en parle pas mal sur scène. Génération Y. Voilà, génération Y exactement. Et c'est vrai qu'on a un peu c'est la fameuse génération dorée où les parents nous poussent vers un bon diplôme, un bon travail, faire de l'argent. Et c'est souvent axé sur quelque chose de très sérieux. Et on a souvent, je trouve, pendant cette période-là, un peu sous-estimé le concept du bonheur au travail, par exemple, typiquement. Et les disciplines artistiques n'étaient pas considérées comme quelque chose forcément de viable. De viable. Et aussi, pour eux, c'est pas quelque chose qui est forcément respecté. Donc il y a aussi ce concept de se dire mais qu'est-ce que les autres vont dire si mon fils il va aller faire le pitre sur scène plutôt que je sais pas moi finir manager d'une boîte ou peu importe. Donc ça m'a pas mal bridé, et puis ça m'a un peu, c'est des préconditionnements je pense d'enfance qui font que on s'amuse sur scène mais on le prend pas au sérieux, on se dit que c'est pas du tout quelque chose qu'on peut considérer comme étant une carrière quoi. Ouais. C'est intéressant parce que dans le sport, l'athlétisme généralement on parle de la nouvelle génération Z qui est plus décomplexée, qui arrive à faire des grandes performances justement parce qu'ils pensent pas forcément à une carrière précise, ils veulent juste être heureux et pas forcément vivre pour leur travail. Et je pense que c'est justement ce gap-là que tu essaies de colmater en étant sur scène, c'est-à-dire entre génération Y et génération Z, maintenant on essaie plus d'être heureux dans la vie plutôt que de vivre pour son travail.
Bah, je pense que c'est exactement ça. Je pense que tu l'illustres bien parce que j'ai ces préconceptions un peu d'enfance de ma génération et j'essaie d'être quelqu'un qui est dans l'air du temps et j'essaie de pas être quelqu'un qui est ancré dans le passé. Donc j'essaie de prendre vraiment une inspiration sur ces jeunes qui me fascinent moi personnellement parce que ils ont le courage, ils veulent faire les choses, ils ont un avis très précis sur ce qu'est la recette du bonheur pour eux. Donc j'essaie un petit peu de mettre de l'eau dans mon vin et trouver le juste milieu entre les deux qui me ressemble le plus. Rappelle-moi ton âge. 33 ans. Tu es le seul des interviewés à qui je n'ai pas donné l'âge. Mais c'est assez intéressant parce que tu parles justement des trentenaires. Tu es en plein dans cette génération des trentenaires. Et tu dis aujourd'hui, on est une génération qui a le cul entre deux chaises, entre les préceptes de nos parents un peu à l'ancienne, c'est intéressant, et les choses qui bougent aujourd'hui à vitesse grand V. Il faut s'adapter à la vie, en gros. C'est ça. Après, c'est clair que c'est une prémisse, donc c'est un début de blague qui moi, à titre personnel, c'est parce que je suis dans cette génération, mais au final, ça parle à tout le monde parce que c'est ce que tout le monde a vécu avec chaque vague générationnelle. Finalement, on essaye un petit peu de s'adapter et puis d'avancer. Mais c'est ce que moi je vis aujourd'hui, quoi. C'est ce qui est le plus proche de moi. Et j'essaye, c'est pas évident, mais j'essaie tous les jours de justement m'adapter et trouver des moyens de trouver ma place, en fait, tout simplement. Ouais. Alors, tu as commencé la scène un peu sur un pari, c'est ce que tu racontes dans plusieurs interviews. Tu as vraiment décidé de faire le pas en 2019 parce qu'avant, je crois que tu travaillais dans une multinationale genevoise. Tu étais d'abord passé en temps partiel à 80%, où tu essayais de monter sur scène et continuer ta carrière à côté. Ensuite, tu t'es rendu compte que c'était pas viable. Alors, tu as abandonné en quelque sorte la scène quelques mois avant de te dire finalement c'est ça finalement que je veux faire et j'abandonne le travail. Moi je suis quelqu'un qui aime mettre les doigts dans la prise, en gros. Donc si on me dit non fais pas ça, c'est pas le bon plan, va plutôt dans cette direction là, j'ai besoin de tester tout et de vraiment le vivre pour me dire ok, voilà, t'auras toutes ces expériences là et puis tu choisiras par la suite ce qui te convient le mieux plutôt que d'avancer après avec des si. C'est un peu ça que j'essaie de vraiment pas avoir de regrets. Donc tout ce cheminement-là avait pour but de justement tester toutes les variantes. Et la dernière variante que j'avais pas encore testée, c'était le plein temps en tant qu'humoriste. Parce que j'ai essayé du coup à un moment donné, parce que le 80% c'est un peu à la mode en ce moment, tout le monde veut du temps partiel pour s'adonner à sa passion d'un côté et avoir le travail. Mais finalement, en tout cas ça c'est légitime, c'est pour à titre personnel, mais on a le sentiment très vite de faire deux choses à moitié. Ouais. Donc on pense que ça nous compte, mais finalement c'est un peu frustrant parce que dans les deux sens on n'arrive pas à avancer. Et moi c'était ce dont je me suis rendu compte après 1 an et demi où j'étais pas loin du burn-out parce que j'essayais de juste tout faire à 100% alors que ça ne marche pas. Et du coup j'ai tout plaqué. Mais le fait que c'était la dernière option et que j'avais essayé toutes les autres, le Covid est tombé en même temps, puis je me suis dit bon, si j'arrive à traverser cette étape-là, ce cap-là, c'est bon. Après, je suis inarrêtable en fait, parce que du coup, c'est le truc le plus grave qui puisse arriver, c'est une pandémie. Pour un artiste, sur scène, effectivement. C'est une pandémie après 2 mois d'aventure, donc ouais, j'ai essayé au maximum de me tenir à ça en fait, de me dire si tu arrives à traverser cette étape, c'est que c'est bon quoi. Bon, on va parler un peu de toi aussi. Tu es d'origine algérienne. Ouais. Tu disais dans une interview que tu avais donnée il n'y a pas longtemps à propos de tes parents qui t'obligeaient, je ne sais pas si c'est vraiment le bon verbe, t'obligeaient à rentrer au bled chaque été, et tu disais que finalement t'aurais bien aimé faire d'autres vacances que de retourner en Algérie, ça va? Ouais, je caricature un peu le truc, mais c'est pas une obligation, c'est plus pour eux, je pense, une évidence en fait, parce qu'on grandit dans un, faut se mettre dans la place des parents. Ils viennent d'arriver ici, ils travaillent ici, et pour eux, il y a un sentiment que leur identité n'est pas forcément en Suisse. Ouais. Or, nous, on est nés ici, donc. On a du mal au départ un peu à comprendre, mais on se pose pas trop la question parce que c'est très vite dès l'enfance en fait une évidence que chaque été on va les passer dans notre pays d'origine, et une fois qu'on arrive un peu à l'adolescence, on regarde un peu à gauche à droite et puis on se dit mais attends, les autres là ils passent des vacances sacrément cool, tu vois, et en gros j'essaie un peu d'expliquer que oui, des fois ça ferait quand même plaisir d'aller voir autre chose que notre pays, mais alors qu'en vrai j'en garde des souvenirs très très positifs et j'ai un attachement très très fort à mon pays d'origine. Mais tu sais, je te dis ça parce que moi je suis exactement dans la même situation. Moi je suis italien, je suis né en Suisse, et puis chaque été je retournais dans mon village en Italie, dans le sud-est de l'Italie, donc effectivement il y a ce côté où nos vacances c'est retrouver nos origines.
C'est ça. Et c'est un peu. Genève, c'est très cosmopolite. Et j'utilise ça. Bon, je prends l'exemple de l'Algérie, mais la manière dont je le mets en avant dans le spectacle, c'est vraiment. J'ouvre le spectre sur n'importe quel pays parce que il y a tellement. Le pourcentage est tellement infime de Suisse à 100%. Que chacun dans son enfance a eu cette expérience-là. Ouais. Indépendamment que ce soit l'Italie, la Serbie, le Kosovo, l'Algérie, on s'en fiche, mais je rentre pas forcément dans les détails liés à la culture, mais plus au fait que, enfin, d'essayer d'un petit peu de caricaturer ce fameux retour aux sources. Oui, il y a d'une certaine manière un peu de moquerie, gentille, un peu de moquerie sur la société genevoise, que tu dis, qui est pleine de contradictions. Exactement, et c'est ce qui fait que je suis fier de ma ville et que je l'aime comme tout, parce que c'est une incohérence, mais qui fait son charme et qui est assez singulière, je pense, et qui finalement nous définit. Donc quelque part, on a notre identité. Je sais pas si on peut dire que c'est une identité qui n'en a pas, mais voilà, en tout cas, on a cette manière de se mettre en avant. On est très très ouvert au monde et on va pas se mentir, on a un certain pouvoir d'achat. Surtout quand on voyage en dehors de la Suisse. Et donc du coup, par rapport à d'autres pays, on a la chance de pouvoir voyager beaucoup plus que la moyenne. Et ça, on s'en rend pas forcément compte parce que pour nous, EasyJet, ça va très vite. Mais en vrai, la moyenne des Genevois, avant 30 ans, ils ont déjà au moins fait 2 continents, quoi. Et ça, c'est indépendamment de tes origines, je dis vraiment. Et ça, c'est un luxe énorme. Parce que nous, on voyage avec le stand-up, mais tu te rends compte que des fois, dans des villes, les gens n'ont jamais pris l'avion, quoi. Et des fois, on oublie ça. Mais quelque part, cet échange culturel et puis les Erasmus, à tout va, etc., en fait, ça fait qui on est, en fait. Tu montes souvent sur la scène du Caustic, tu es un enfant du Caustic Comedy Club, j'ai envie de dire. C'est ça, on peut le dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Il y a eu toute une période avant, mais c'est vrai que c'était plus, on va dire, le Caustic Comedy Club, c'est le premier comedy club à proprement dit en Suisse. Il n'en existe pas d'autres jusqu'aujourd'hui. Et avant ça, c'était, on jouait on faisait des plateaux en fait, dans les bars, dans des lieux complètement improbables. Mais c'est comme ça qu'on se forgeait en fait, les stand-uppers en général, parce qu'il n'y avait pas d'institution, il n'y avait pas vraiment de fondation à cette discipline-là. Et une fois que le Caustic est arrivé, c'était un peu une espèce de suite logique. Et le fait que je m'entends aussi très très bien avec les co-directrices de ce lieu, on fait que on a tous ce sentiment qu'on est un peu à la maison, quoi. Au Caustic, face à un public qui en majorité est genevois, même s'il y a d'autres personnes qui viennent d'ailleurs, on est bien d'accord, mais la majorité du public est genevois, donc tout ce que tu disais concernant ce que tu remarques à Genève, la société genevoise, ce que tu adresses à un public genevois, ça prenait bien, et ailleurs c'est plus difficile à prendre, ou comment tu adaptes la chose? Alors, tu es obligé de t'adapter dans la mesure où on a 2 concepts dans le stand-up. Il y a le concept de plateau et il y a le concept de spectacle. Okay. Et sur un plateau, moi j'aime beaucoup utiliser de la référence. Quand je dis référence, c'est vraiment pouvoir adresser des sujets qui touchent directement le public parce que ça me permet de connecter avec eux beaucoup plus rapidement. Une fois qu'on rentre dans le spectacle sur le format 1 heure, là on rentre un peu plus dans mon univers et je me dois, moi, dans l'exercice, de pouvoir rendre le matériel le plus générique possible pour que ce soit pas dépendant de ta ville, quoi. Et ça, c'est hyper important. On doit pouvoir s'adapter à chaque fois. Et dans les 2 formats que j'ai du spectacle, il y en a un qui va aller beaucoup plus directement dans le mille parce qu'ils sont là et qu'ils viennent de Genève. Et dans l'autre format, je vais expliquer un petit peu plus d'où je viens et puis on va rentrer un peu dans mon histoire. Donc même si tu viens de Bourg-en-Bresse, on s'en fiche, tu vas comprendre. Puis moi, Montreux, c'est pas un endroit où tu vas utiliser de la référence. Si je commence à parler de Genève à Montreux, ça n'a aucun sens. Ni pour les gens qui sont là, ni pour ceux qui vont regarder la vidéo, voilà. On parlait au début de l'interview d'un pari. Tu es entré dans l'humour grâce à un pari, et ce pari, je crois que c'était à Montreux, justement. Non, le pari n'était pas à Montreux, c'était à Genève. On était posé avec des potes. Et en fait, le stand-up commençait en gros à se démocratiser en France avec le Jamel Comedy Club. Et c'était période de, je sais plus moi, 2012-2013 par là. Et comme j'aimais bien un peu faire rire les potes, ils m'ont dit vas-y, chiche, t'es pas capable d'y aller. J'ai dit non, j'y vais. Et puis j'ai appelé le producteur, et puis il m'a dit mais vous avez déjà joué? Je dis oui, bien sûr. Et c'est pas vrai. C'était pas vrai. Et donc du coup j'avais 2 semaines pour écrire un sketch et j'ai fait vraiment au feeling. Et une fois arrivé sur scène, j'ai eu un rush émotionnel que honnêtement j'ai pas retrouvé plus tard. Parce que la première scène c'est tellement marquant. Et c'est tellement un rush d'adrénaline et en fait quelque part c'est un peu le driver qui guide un peu la suite parce que c'est un sentiment, c'est comme une drogue, quoi. On adore ça. Bien, il y a un concours que tu as fait à Montreux aussi. Oui, le concours de Montreux c'était 2018
fin 2018. Donc c'est beaucoup plus tard. C'est beaucoup plus tard. Et c'est la fameuse période où je te disais justement, où j'avais testé un peu toutes les formules. J'avais atteint un moment de saturation et je me suis dit non, maintenant moi ce que je veux c'est être comme le commun des mortels. C'est mon but. C'est avoir mon boulot de 7 à 5, 9 à 5, peu importe, et pouvoir me dire un mardi soir, qu'est-ce que je fais ce soir ? Chose qui n'était absolument pas possible avant. Et ça m'a procuré une joie énorme pendant à peu près 2-3 mois, pas plus. Donc c'est juste ce moment un peu où on se relâche et puis on a le sentiment d'être un peu comme tout le monde et ça fait plaisir. Mais après, l'amour de la scène revient, c'est obligatoire. Donc j'étais au bureau et un matin, je vois un post du Montreux Comédie pour un concours jeune talent. Et je t'ai inscrit de manière... Je me suis dit, allez, tu sais quoi, pourquoi pas. Ça faisait 6-8 mois que j'avais pas remis les pieds sur scène. Et quand j'ai vu ce truc-là, ça m'a juste tout de suite parlé. Et tu le gagnes en plus. Et je le gagne dans la foulée, ouais. Et je pense quelque part, avec du recul, quand je regarde en arrière, je pense que justement, j'avais tellement rien à perdre, rien à gagner dans ma tête, parce que j'étais vraiment, ok, ça fait 6-8 mois que j'ai pas repris la scène, et j'avais annoncé quelque part que j'arrêtais en fait, je ne montais plus sur scène. Donc je suis arrivé ici d'une manière complètement décomplexée, et pas par excès de confiance, mais plus par... détachement total en fait, j'étais juste là pour prendre du plaisir et le contexte était assez particulier parce que la première étape du concours se passait dans le hall. Ouais. Donc dans le hall du 2M2C, voilà, ouais. Là où tout le public se rejoint avant de montrer au service. Exactement. Donc avant de passer, nous on leur proposait des blagues au milieu de soit tu prends un panini ou soit tu te poses et t'écoutes des blagues. Donc c'était un concept assez particulier. Et pour attraper l'attention des gens, c'était assez particulier. Et donc je gagne ce truc-là. Et en gros, on t'explique que 12 heures plus tard, tu seras sur la scène du Stravinsky. Bon, aujourd'hui à 17h, tu seras dans le gala de Jason Brokers. Alors c'est le gala le gala stand-up de Jason Brokers et le Comédie Française. Il faut être précis sur le nom. Tu seras accompagné par du beau monde. Je vais tous les faire: Virginie Fortin, Laura Demange, Morgane Cadignan, Farid, Thomas Wiesel, Benjamin Tranier, Tania Dutel, Douli, Reda Saoui, Merwan Belanzar et Rémi Boy. C'est ça. Présenté par Jason Brokers évidemment. Et tu seras dans le lot. Exact. Merci d'avoir passé ce quart d'heure avec nous. Avec grand plaisir. Merci. Et bonne chance.